Bienvenue, re-bienvenue à l'émission Entre Ville et Monde. On est accompagné de Katia Garon et Ève Sans Façon, deux guides touristiques assez exceptionnels de la ville de Québec. Donc, on poursuit notre quiz sur l'histoire des femmes marquantes de la région de Québec avec une question que je vais lire, même si je n'ai pas la réponse. Quel est le nom de la première femme dentiste au Canada qui a exercé son travail dans les années 30, 1930, sur la rue Saint-Jean avec son mari? Donc ça, si je comprends bien, c'est pas juste au Québec, pas juste à Québec, c'est effectivement au Canada, la première dentiste féminine. Au Canada. Parce Ok. qu'en effet, les femmes avaient... bon, ça a été dans les années 50 qu'elles commençaient ici à Québec avec l'Université Laval, à tout le moins, parce qu'anglophone, c'était autre chose, là. On s'entend que les femmes anglophones, on peut aller à l'université un peu plus tôt, mais sinon, les femmes, les francophones, c'était vraiment les années 50. Mais il n'y en Alors, avait c'est pas ça. au Canada non plus, au Canada anglais. Non, Ouais, ok. c'est ça. Nous autres, on était peut-être un petit peu plus progressifs, là, parce qu'on a eu quand même l'université McGill avec le Marine Center. Fait que les femmes ont eu accès un peu à la médecine, mais oui, Mais c'était l'élite seulement. Ben non, et voilà. C'était très, Donc, très peu de gens qui y avaient accès. Fait que un petit peu. Mais bref, c'est ça. Donc, vraiment, docteur Emma Gaudreau-Casgrain, en fait, a été la première femme dentiste, et c'est parce que son mari, on parlait tantôt un peu, il y en a qui ont été progressistes, ben il y a eu ça. Son mari a vraiment été progressiste parce que lui était déjà dentiste, et puis il s'est mis à montrer justement à sa femme un peu comment faire la dentisterie, puis là, elle voyait l'intérêt, son mari voyait l'intérêt et tout ça, mais là, il fallait qu'il passe par le notaire à l'époque pour qu'elle aille faire ses études. Alors, puis elle est allée du côté des États-Unis, si je me trompe pas, pour ses études, parce que ça aussi, c'était pas possible ici à Québec. Donc, voilà. Mais elle a réussi, puis elle est devenue dentiste, elle a pratiqué longtemps. Parce que, dans le fond, je elle a pensais, grandi à Montmagny, OK. puis ses parents l'ont envoyée aux Ursulines à Québec, puis de là, elle a rencontré justement son mari. Et c'est comme ça, justement, Dr. Henri Edmond Casgrain. Et puis c'est comme ça que tranquillement, elle a appris le métier. Puis quand elle a voulu retourner aux études, ben c'est ça. Ça prenait un acte notarié. Et voilà. Puis elle avait vraiment son cabinet de dentiste. L'édifice n'existe plus. Ben, en fait, il a été transformé parce que on s'entend que pour l'époque, c'était des grosses familles. Alors c'est correct d'avoir une grosse maison. Il y avait dans le premier plancher, dans le fond, c'était le cabinet de dentiste. Puis voilà. Puis à l'époque, on allait très peu chez le dentiste. Oui, bon, il y a une question d'argent, mais il y a aussi une question, c'était pas mal... tu sais, les métiers commençaient. Alors, c'était très peu. Alors là, le fait qu'on avait une dentiste, les femmes se sentaient beaucoup plus en confiance. Alors, elle a vraiment bâti, c'est ça, une clientèle beaucoup plus féminine au niveau de la dentisterie. Puis, je sais qu'on peut voir son nom quand on est dans le coin de la rue Cartier, parce qu'elle habitait plus sur la rue Saint-Jean, elle était rendue sur la rue Fraser. Alors, on peut voir... Elle a une plaque devant Oui, c'est ça, sa maison. Ouais. OK. Donc, voilà, Dr. Emma Gaudreau-Casgrain, première femme dentiste, et voilà, un premier Au Canada début. et une Québécoise. Ouais, Super. francophone. Oui, Ouais. ben c'est ça, hein, un peu tantôt, on disait, il y avait des femmes, hein, il y en avait tout le tour du front parce que tu disais, hey, tu vas étudier aux États-Unis. Docteur Irma Levasseur, qui a été la première femme médecin ici à Québec, ça a été la même chose, elle est allée aux États-Unis. C'est ça pour ses études. Là encore, ça prenait, oui, de l'argent, mais ça prenait aussi un homme qui signait. Parce que il fallait. Dans Il quelles années? fallait déterminer. Dans quelles années Dans ils ont les fait années ça? 30. Dans les années 30. Il ne faut pas Ouais. oublier que jusqu'en 1964, Mhm. une femme qui est mariée était propriété de son mari. Donc, il ne faut pas oublier Très ce bon fait rappel, que, ouais. pour cette raison-là, une femme qui n'est pas, comment dire, qui est mariée ne peut pas travailler, Mhm. déjà. Et si les enfants sont malades, c'est le mari seulement ou le père qui peut signer les papiers à l'hôpital. Jusqu'à l'année 64. 1964. Donc, je présume, elle était comme soit la propriété de son père ou son Son mari. mari. C'est ça. Exactement. Donc, Ouais. ce qui était, c'est pour ça que ce qui est intéressant aussi dans l'histoire et dans plusieurs de nos personnages, c'est qu'on a aussi le père qui va jouer un rôle déterminant Ouais. dans la décision de faire en sorte que les filles soient éduquées également. Parce que ce n'était seulement aussi que les hommes. Mais aussi, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une grande majorité de la population, ce sont des agriculteurs. Et si vous n'avez pas d'argent pour aller, comment dire, à l'école, ben, vous n'y avez pas accès. Alors, mon grand-père, qui se nomme Alphonse Garon, qui a été avocat, qui a été juge aussi à Québec, il venait d'une famille agriculteur et la seule façon pour lui d'avoir accès à une éducation, c'était d'avoir des études payées
par l'Église. Et donc, mon grand-père a eu cette chance parce qu'on a vu en lui des capacités importantes, mais aussi on voulait en faire un prêtre. Et comme vous pouvez voir, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il faut pas oublier cet aspect chez nous. On était en retard pour cette raison-là, comparativement au reste du Canada. On était les dernières femmes à voter au Canada avec les Autochtones en 1940. Mais il faut pas oublier qu'en 1940, c'est la même date qu'en France. Ouais, et je dis ça comme ça. Mais les Autochtones et les immigrants, c'était seulement dans les années 60-70. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Alors 1940, déjà, ça veut dire qu'on était déjà en retard comparativement au reste du Canada. Absolument. Mais les Autochtones, ça ne sera pas très loin derrière. Donc, vous voyez, c'est quand même, il faut le dire, que c'est chez nous, notre société, malgré tout, nous étions très en retard. C'est pourquoi on avait il fallait reprendre tout ce retard. Un gros rattrapage. Et on l'a fait très bien. C'est pour ça qu'on appelle ça une révolution, et la révolution tranquille des années 60. Oui, ça en fait partie. Ouais. Prochaine question. Question. Qui est Marie Guyard? Donc, on la connaît pour le complexe G à Québec, le haut bâtiment de la fonction publique sur la colline parlementaire. C'est aussi Mary de l'Incarnation, c'est la même femme. Hein? Ah, oui, exactement. Exactement. Un peu de connaissance. Un peu de connaissance. Excellent, excellent. Alors oui, ça, c'est une autre femme très fascinante parce qu'elle est très jeune, elle est en France, elle vient de Tours et déjà, elle l'appelle de Dieu. Elle voulait devenir une bénédictine et son père n'a pas voulu parce qu'elle était encore très jeune et à 17 ans, elle est déjà mariée et quelques années plus tard, elle est veuve avec un bébé. Mais elle décidera d'entrer au couvent, aux Ursulines. Et quelques années plus tard, déjà son fils est assez grand pour comprendre ce qui se passe avec sa mère, parce que lui, il a été confié à sa sœur quand elle entre au couvent. Et elle décide, Dieu lui dit de venir en Nouvelle-France, au Canada, et elle viendra ici, et son fils va rester en France, et il dit à sa mère, « Maman, tu m'abandonnes, mais j'accepte ce départ si tu m'écris ce qui se passe là-bas. » Donc, elle et son fils vont s'écrire des lettres au cours d'une multitude d'années et ça sera un pavé que vous pouvez trouver ici au Musée des Ursulines. Wow, okay. Et son fils est devenu ce qu'elle voulait devenir, un moine bénédictin. Donc, cette histoire de cette femme avec son fils, et c'est une femme aussi qui, quand son mari est décédé, elle va s'occuper des affaires de son mari, mais ensuite de son beau-frère. Et donc, c'est une femme qui avait déjà une idée des affaires. Donc, elle arrive ici, elle va fonder cette école, mais aussi, sachez que pour les Autochtones, elle voit bien que les petites filles ne veulent pas entrer dans les classes, donc elle va les accueillir à l'extérieur. Elle va se mettre au pied d'un arbre et elle va leur parler. Et elle va apprendre leur langue. Et elle va être la première à écrire un dictionnaire, un glossaire de langues autochtones, traduite en langue française, que les missionnaires vont utiliser ensuite. Donc, le musée des Ursulines, le couvent le monastère des Ursulines, l'école des Ursulines, tout ça, c'est à Québec, dans le Vieux-Québec, et ça a une importance ici incroyable. Et je vais vous dire une autre chose qui, moi, m'a fascinée, parce que quand on entre dans la chapelle, il y a son tombeau. Elle a été canonisée par le pape François en 2014, et pas pour les miracles, comme normalement c'est le cas, mais pour l'accomplissement d'une vie. Et ça, c'est exceptionnel aussi. Et les religieuses, quand elles parlent d'elle, elles ont les yeux illuminés. Donc, c'est simplement pour vous dire que cette femme-là arrive très jeune, elle a déjà l'appel de Dieu, elle a l'appel de venir au Canada, de créer cette école, et nous nous souvenons d'elle encore grâce à l'édifice G, l'édifice Marie Guyard. Marie Martin est son nom de femme mariée et Marie de l'Incarnation, son nom de religieuse. Voilà. Son nom de religieuse, donc c'est quelque chose qu'elle avait adopté avant d'être canonisée ou c'est lors de la canonisation? Non, Marie de l'Incarnation, c'est son nom déjà, je crois, comme religieuse, parce qu'on doit prendre un nom. C'est comme Hélène Boulay. Elle avait le nom d'Hélène de Saint-Augustin, par exemple. Je dois vous dire qu'au niveau religieux, je ne sais pas si c'est elle qui choisisse ou si elle décide et c'est accepté par la communauté religieuse. Ça, je vous avoue que je ne sais pas. Mais ça, c'est son histoire. Et le nom, la rue de l'Incarnation, Marie de l'Incarnation, on a beaucoup de noms qui portent
beaucoup Qui de noms de réfèrent rues à qui cette réfèrent femme. à cette femme-là. Exactement. Mm. Exactement. Alors voilà, je voulais en parler parce que pour moi, c'est une femme assez exceptionnelle, à nouveau comme les autres, qui ont joué un rôle important dans le développement ici même de Québec. Puis ce récit dont tu as mentionné, que l'échange de lettres Oui. avec son fils, Oui. qui est resté en France, qui a Oui. grandi en France, ça doit être comme un témoignage historique exceptionnel. Exactement. Et c'est ça qui est fascinant. Alors, ce livre, vous pouvez le trouver au musée des Ursulines. Il coûte environ 25 $. Ça, c'est un de mes prochains achats. Hein, comme on dit, hein, Ève, Ouais. l'hiver, comme On guide apprend. touristique, on a Ouais. plus le temps de lire, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure hors Mhm. micro. Et donc, voilà, c'est un des livres que je veux lire parce qu'elle explique tout ce qui se passe. Les miracles aussi à Sainte-Anne-de-Beaupré, toute la vie sociale, les gens qui arrivent de France s'établir. On est au début de la colonie. On est au début de la colonie, même avant, parce que la colonisation va vraiment commencer plus dans les années 1660, mais elle arrivera déjà en 1639. Alors, c'est pour ça que c'est fascinant de voir ces femmes qui ont réussi à s'établir ici et de jouer un rôle aussi important qu'on connaît encore aujourd'hui. Wow. Super. Prochaine question. Oui, C'est pour toi, Ève. oui. Qui est Esther Wheelwright? C'est toi qui nous as proposé cette Oui, question. moi, je veux savoir aussi. Qui est-elle? Qui est-elle? On est au 17e siècle. Évidemment, c'est ça, Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre. Bref, il y a beaucoup de guerres. Et c'est pas un bon temps pour les enfants. Ils se font kidnapper d'un bord que de l'autre, question de territoire. Ouais, c'est... Ah oui? OK. Ouais, oui, puis c'est ce qui est arrivé à Esther Wheelwright. En fait, elle est née de parents britanniques ou la Nouvelle-Angleterre. Et c'est ça, question de territoire, à un moment donné, les Abénakis viennent la kidnapper. Donc, elle va passer son enfance avec les Abénakis, donc apprendre leur culture, leur langue. Et il y a un Français, je me souviens pas de toute de l'histoire en détail, il est arrivé où le Français, mais je pense pour bien faire les choses, il voulait la retourner finalement à sa famille britannique. Mais comme c'est un Français, finalement, il est retourné plus haut. Il est allé vers la Nouvelle-France. Et elle est allée à l'école des Ursulines. Puis elle a appris français. Elle s'est sentie chez elle immédiatement. Puis là, sa famille britannique qui arrive. Mais elle ne le reconnaît pas. Elle était trop jeune quand elle a été kidnappée. Elle a dit non, moi, ma famille, maintenant, c'est ici, c'est les Ursulines. Alors, elle va devenir une mère supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est ça, je dis, on est avec les guerres, on est avec les débuts. Et là, quand les Britanniques arrivent avec le début de la guerre de 7 ans, bien, elle va jouer vraiment un rôle très essentiel là-dedans parce que là, imaginez, la guerre arrive, les Britanniques prennent la place. Bien, il reste où les Britanniques? On s'entend que la citadelle n'est pas encore construite, les fortifications, tout ça, la redoute. Alors, dans le fond, que ce soit les Anglais, les Allemands, les Écossais vont aller habiter avec les francophones qui habitent déjà dans la ville. Mais là, ils ne parlent pas la même langue. Alors, Esther arrive et elle parle 3 langues. Elle parle abénaki, elle parle anglais et français. Alors, elle va beaucoup aider justement pour que ça se passe bien, l'arrivée des Britanniques avec la ville de Québec. Alors oui, c'est elle, Esther Wheelwright. Fascinant. On entend Ouais, souvent c'est ces ça. histoires comme lors de la colonisation de l'Amérique, que des enfants, pour une raison ou l'autre, sont arrivés dans les communautés autochtones. Ouais. Et ont grandi là-dedans, ces autres Avec cultures. notre Puis il y a culture, ouais. plus tard eu comme... ils ont été comme replacés dans leur famille peut-être d'origine, ou leur culture d'origine. Et c'est souvent très intéressant de ces histoires. Souvent, il y a vraiment un conflit chez les individus qui vivent ça. On est un mélange aussi, les Québécois. Tu sais, souvent, c'est ça, on est comme le mélange anglais, français. Moi, je dis tout le temps à la blague que je parle anglais parce que je dois avoir un mélange, là. Parce que mon nom de famille, c'est vraiment, Serge Bouchard disait, c'est un peu comme sans mêler, sans façon, toutes les sans terre, les sans chagrin, il y a comme quelque chose. En tout cas, ça serait exploré. C'est un conflit de loyauté que tu voulais dire, je crois, David. Ben moi, je vais vous dire, ma mère vient du Mexique et mon père est de Québec. Alors, il y a eu ce conflit de loyauté, justement, entre les deux, parce que je dis, bon, je suis mexicaine, je suis québécoise, qu'est-ce que je suis? À un moment donné, justement, on a fait comme... ici, Mme Wainwright, on prend tout. On prend tout, on mélange le tout. Et on dit, moi, ma mère m'a dit, sois fière de tes origines. Et c'est grâce à elle que peut-être je suis guide touristique aujourd'hui. Et mon père avait cette formation en histoire qui a fait en sorte qu'on mette tout ensemble et de dire que tout ce qui nous arrive, ben,
c'est grâce aux Irlandais, c'est grâce aux Anglais. Moi, le 17 mars, je dis à tout le monde, moi, je suis irlandaise le 17 mars, le jour de Saint-Patrick. Quoi qu'il arrive, je suis irlandaise. Et puis, c'est vrai, toute l'influence irlandaise qu'il y a dans la ville. Tellement. Et tu vois, oui, moi, je dis toujours, bon, des jeunes comme les Irlandais, avec les fèves au lard, le gruyot le matin, les œufs, bacon. Et puis le soir, on mange comme les Français, avec le bœuf bourguignon, le vin rouge, la baguette, le fromage. Donc, on a un mélange de tout ça. Absolument. Ponctuel comme les Britanniques, mais on conduit comme les Français. On déjeune comme les Britanniques, mais on soupe comme les Français. Donc, c'est vrai qu'on a ce mélange, on peut pas le nier. Et ça aussi, il faut que ce soit une fierté. Il faut que ce soit une fierté parce que tout le monde nous a amené quelque chose qui fait en sorte que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Alors, les Écossais qui parlaient français, qui ont dupé les Français lors de les batailles des plaines d'Abraham, ben beaucoup de Québécois aujourd'hui ont les origines écossaises, qui est mon cas. Bon, ben on accepte qu'ils ont été des traîtres pendant quelques minutes. Mais non, mais c'est vrai, on est tout ça. Il faut pas le nier, les origines autochtones. Donc, du côté français, j'en ai pas, mais du côté mexicain, j'ai 28% de mon ADN qui est autochtone. Et donc, sans les Autochtones, je dis toujours, sans les Autochtones, les Français ne survivent pas ici. Ah non. Donc, il faut leur donner la reconnaissance qu'ils méritent, ce qui est malheureusement pas encore le cas. Mais je crois que peu à peu, et comme disait Alanis Obonsawin dernièrement, on est prêt à reconnaître ça maintenant. Et il faut le faire. Alors, je voulais le dire aussi. Bien, hein? Je vous propose une autre pause musicale. On met en l'honneur les femmes qui ont marqué l'histoire aujourd'hui. Donc, une hymne féministe moderne, La Grenade de Clara Luciani. Cette chanson célèbre la force et la puissance des femmes tout en dénonçant les stéréotypes de genre. Bonne écoute. Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct. Merci de votre compréhension. Oui, entre Ville et Monde, on revient en ondes. On parle des femmes qui ont marqué la grande région de Québec en compagnie de deux guides touristiques, Katia et Ève. Rebonjour. Et puis, on se lance. Première question. Qui fut de passage au Morin Center le 1er mars 1916, c'est bien ça date, pour une conférence comme étant une des suffragettes britanniques. Il faut que tu nous expliques, là, Moi, j'ai vu le film. En fait, ça s'appelle Les Suffragettes, puis c'est justement l'histoire, finalement, du droit de vote des femmes, mais du côté de l'Angleterre. Et, comme on disait un petit peu en introduction, j'ai beaucoup lu sur l'histoire, justement, des Britanniques. Puis ça bougeait. Au Morin Center, ça a été notre première bibliothèque publique qu'on a eue ici à Québec. Bon, c'est sûr, il fallait parler anglais, là, on s'entend, il fallait lire anglais. Mais c'était quand même la première. Et donc, voilà, c'était aussi l'endroit, tu sais, justement, le communautaire, que la communauté anglophone se rencontrait. C'est ça, de rassemblement, puis une mobilisation presque aussi de la communauté anglophone. Et voilà. Puis, donc, il y a eu une conférence. On s'entend qu'en 1916, on commence à célébrer le 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. C'est encore quelque chose de nouveau. C'était pas tant célébré, c'était pas tant souligné ici encore au Québec, mais quand même, peut-être un petit peu plus du côté des anglophones, si je me trompe pas. En tout cas, il était un petit peu plus d'avance, tu sais, c'est comme une autre... Déjà, à cette époque, le 8 mars était significatif. Oui, parce qu'on avait la Révolution russe, fait qu'on était quand même, on est pas loin de là. Et donc, c'est Emmeline Pankhurst qui est arrivée à Québec, au Morin Center, et finalement, c'est ça, elle a donné une conférence. Là, il y a un prêtre qui a entendu parler de ça, puis il s'est fait « Oh, attends un peu! » Il a envoyé la police. Alors, on a vu les images passer. Ouais, rien de moins. Et on a vu Emmeline Pankhurst partir les menottes au point. Ouais, c'est ça. Okay. Il s'en passe des choses. OK, c'était pas bien vu, là. Non, le clergé catholique voulait pas... ben oui, parce que, écoute, il faudrait pas encourager les femmes à s'émanciper. Voyons, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Non, pas assez intelligente pour ça. Non, exactement. Mais c'est ça. Mais Emmeline Pankhurst faisait partie donc des suffragettes du côté de l'Angleterre pendant 40 ans qui se sont battues pour le droit de vote des femmes. Puis c'était un peu pour ça qu'elle venait, justement, pour motiver les troupes, motiver les femmes. Parce que le droit de vote, on l'a déjà eu. On l'a perdu à cause du... finalement, au niveau du gouvernement conservateur. Ça, c'était vraiment 19e siècle, là. Puis ensuite, c'est seulement revenu dans les années 1940. Ah oui, OK. Je n'étais pas au courant de ça. Donc, il y a eu Ouais. le retour du balancier. Oui, exactement. Le
gouvernement conservateur, hein, c'est ça. Et ça n'a pas de bon sens, là. Et là, vous l'avez. Vous l'avez jusqu'à preuve du contraire. Les conservateurs s'en viennent. C'est pas dans la plateforme électorale, non. Oh, on va toucher du bois. Est-ce qu'il faut aller chercher un chapelet là, pour ça, le mettre sur la corde à linge ou pour faire nos prières, je ne sais pas? On va aller chercher les ancêtres d'Émeline, là. Ah oui. Ça, on va aller dans les cimetières, on va aller chercher de l'aide. Alors voilà, on aura eu cette belle rencontre qui aurait été écourtée à cause du clergé, mais quand même, elle sera venue d'Angleterre, puis c'était quelque chose, voyager aussi à l'époque, là, en 1916, donc voilà. Ouais, ça aura marqué la ville. Et Katia, tu nous proposais une autre femme, une autre question. Qui est Anne Hébert? Qui est Anne Hébert? Alors, beaucoup connaissent le nom, parce qu'il y a une école dans le quartier Montcalm qui s'appelle l'école Anne Hébert. Il y a un parc aussi juste à côté, parc-école. Anne Hébert, c'est une auteure québécoise qui vient de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Et attendez voir que je regarde à quel moment elle est née. Je cherchais cette date que je semble pas avoir inscrite ici. Mais Anne Hébert, elle est connue parce qu'elle est connue mondialement, d'abord en 1958, grâce à un livre qui s'appelle « La chambre de bois ». Il y a Les Fous de Bassan, que nous, on connaît parce que c'est devenu aussi un film. Et aussi, il y a Kamouraska. Kamouraska est un livre qu'elle a écrit en 1971, qui est devenu un film qui a fait connaître, entre autres, aussi Geneviève Bujold. Geneviève Bujold, qui a joué ensuite Anne Boleyn avec Richard Burton à Hollywood. Là. Alors, ce livre dont on a fait un film parle d'une histoire incroyable, justement. On parle des relations entre les Anglais et les Français. Et donc, c'est une bourgeoise de l'époque française qui s'amourache d'un médecin anglais. Et donc, dans ces livres, il se passe beaucoup de choses et des choses dramatiques aussi. Ce n'est pas une lecture facile. Je me rappelle d'avoir lu Le Torrent il y a plusieurs années. C'est la relation entre une mère et son fils qui est très difficile. Et c'est une auteure aussi qui a dit à plusieurs reprises qu'elle, son écriture, ça se faisait vraiment dans l'intimité. Et c'était une femme très réservée et qui n'aimait pas trop être, dans le public. Elle faisait très peu d'entrevues. Mais c'est notre première auteure reconnue mondialement ici et puis qui vient de la région. Et donc, je pensais que c'était important de la souligner. Et puis, j'avais mis dans mes choix de réponse, première mannequin québécoise des années 60, c'est parce que c'était une très belle femme. Ah, d'accord. C'était une très belle femme et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et Louis Hébert, qui est le premier colon ici qui s'est établi, l'apothicaire de Paris, donc aurait pu avoir une fille qui s'appelait Anne Hébert, mais non. Mais non, il n'y avait pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc Anne Hébert, une auteure de la région, et elle était la cousine de Saint-Denis Garneau, un poète aussi de la région. Donc, poétesse, autrice, et donc de la région de Québec. Et je voulais le souligner parce que c'était une fort intéressant. Fort intéressant. Il faut absolument lire Le Torrent, il faut lire Kamouraska aussi, et ses poèmes également. Donc, voilà. Il y a non, je m'excuse, je vais juste pour... Oui? Je mêle les noms Mary Rowley, Anne Hébert. C'était qui Mary Rowley? C'est un autre nom, on entend souvent... Marie Rollet, en fait, est arrivée avec Louis Hébert. Louis Hébert est arrivé un petit peu avant, mais ça a été... On pourrait quasiment dire qu'elle a été une des premières travailleuses sociales parce qu'elle s'est beaucoup occupée des orphelins ici. Elle est arrivée en 1616. Puis dans ce temps-là, on avait la première habitation où est-ce qu'il y a l'église en bas, Notre-Dame-des-Victoires. Donc, les gens s'établissaient là. La place Royale, les gens s'établissaient là, mais elles ont fait non, nous autres, on ne s'installe pas là. Ils se sont installés où le séminaire, où est-ce qu'il est présentement le petit séminaire. Et d'ailleurs, on peut voir une partie de leur maison en pierre sur le site qu'ils ont laissé. Alors, eux-mêmes ont construit leur maison, ils ont fait, justement, ils étaient apothicaires. Et je me souviens que les religieux n'aimaient pas beaucoup parce qu'ils prenaient de la place avec leurs terres. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'on lui a attribué ces terres, mais après, on s'est rendu compte que c'était les meilleures terres. Ouais, et donc, pour cette raison-là, on a tout fait pour qu'ils ne puissent pas labourer ces terres. Et c'est finalement Guillaume Couillard, le mari de Guy Mette,
Hébert, donc la fille de Louis Hébert et de Marie Rollet, qui a finalement réussi à pouvoir... Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Marie Rollet, justement, et on va faire un lien avec Hélène Boulay, l'épouse de Champlain, c'était les premières personnes qui se sont établies ici. Et Hélène Boulay, je crois, s'entendait pas avec Marie Rollet, ou voyait pas le même... elle se voyait pas unie dans un même objectif. Donc, c'est pour ça que Marie Rollet, par contre, c'est aussi le nom d'une rue dans Saint-Sacrement. C'est le nom d'une auberge sur la rue Sainte-Anne. Donc, vous voyez, on peut faire le lien. C'est pour ça que c'est un nom, David, que tu connaissais peut-être sans savoir qui elle était. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une émission intéressante parce qu'on peut faire un peu de toponymie et en même temps parler de l'histoire et des liens entre tous ces personnages. Absolument. Prochaine question pour toi, Ève. Oui. Qui est Hazel de Lobinière-Boswell? Boswell. On connaît la première bière irlandaise qui a été finalement, qu'on a fait ici au Québec, c'était Boswell, c'était des Irlandais. OK, ça vient d'une bière, ça, d'abord. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'elle a marié un Boswell. Okay. Mais à la base, Hazel, elle était autrice et artiste. Elle a étudié à Paris, elle a travaillé au Labrador, puis ensuite, elle est revenue au Québec. On est dans quelle époque, là, à ce moment-là? On est, attends un petit peu que je trouve dans mes papiers, 1861. OK. Oui, donc on est dans ces années-là, 19e siècle, milieu 19e siècle. Et Hazel, dans le fond, bon, on s'entend qu'à cette époque, les femmes brodaient beaucoup. Même si elle est très, très bonne au niveau du dessin, elle va beaucoup broder les scènes de la ville de Québec. C'est vraiment beau à voir parce qu'on a autant les enfants qui vont glisser. Justement, là, on est dans la grosse neige aujourd'hui, c'est parfait. Alors, c'était beaucoup le quotidien qu'elle ressortait dans ses broderies. Donc, voilà. Et le nom, peut-être que de Lobinière peut vous dire quelque chose. Il y a en dehors de Québec. Jolie de Lobinière. Et voilà. Parce qu'en fait, son grand-père maternel, c'était Henri-Gustave Joly de Lobinière, donc premier ministre du Canada. Et d'ailleurs, sa maison n'est pas très, très loin du château Frontenac. Et ce monsieur-là était passionné d'horticulture. Je fais une parenthèse vite, mais c'est parce que c'était le Cricketfield où est-ce qu'il est le Parlement présentement. Si on n'avait pas eu monsieur de Lobinière, on n'aurait pas les beaux arbres, les arbustes qu'on a présentement autour du Parlement. Puis Hazel, donc voilà, c'était sa petite fille. Alors voilà, très intéressant de voir ce qu'elle a fait à cette époque, Madame Hazel. Ouais. Génial. Puis Katia, tu voulais nous parler d'une autre Madame, Dorimène Desjardins. Oui, absolument. Et juste avant, j'avais l'information pour la naissance d'Anne Hébert. Je suis désolée, 1916. Elle est décédée en 2000. Désolée, je l'avais là et je ne le voyais plus. On a trop fait de recherche, nous autres, c'est ça? Oui, c'est parce que c'est que nous, et ça, c'est une chose qu'il faut dire des guides touristiques. On est très sollicités par les gens qui nous posent beaucoup de questions et tout d'un coup, on n'a pas les réponses. Et là, on dit, il faut aller chercher l'information. Et on termine en apprenant tellement de choses de nos clients parce qu'ils nous posent des questions. Mais cela dit, Dorimène Desjardins, vous connaissez le nom Desjardins. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'elle est A, la cofondatrice du mouvement Desjardins avec son mari Alphonse, ou B, la sœur de l'auteur Richard Desjardins, ou C, fondatrice de l'entreprise Les Jardins Amel? OK, alors, Sébastien, es-tu en mesure de me dire? On dirait que c'est pas la troisième. Je vais y aller avec la cofondatrice du mouvement Desjardins. Ah, exactement. Alors, Dorimène Desjardins, encore là, c'est une femme qui n'est pas née à Québec, elle est née à Sorel. Et ensuite, elle est allée, la famille s'est installée à Lévis, où elle a étudié au collège Marcel Mallet. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire, quand elle se marie, elle va déjà, son mari, quand elle se marie avec Alphonse Desjardins a un travail de sténographe au Parlement d'Ottawa. Donc, il est toujours éloigné. Il est toujours un peu entre Ottawa et Lévis. Et malgré tout ça, lui, il a quand même un objectif, c'est de faire en sorte que la communauté puisse avoir mettre toutes les ressources en commun de façon à améliorer le sort de bien des gens, dont les agriculteurs, et donc avoir accès à des prêts beaucoup plus facilement. Et pendant que lui est parti, qui s'occupe de tout? Dorimène. Alors, Dorimène Desjardins est reconnue comme une des cofondatrices du mouvement
Desjardins. Donc, après avoir eu beaucoup d'enfants, elle est toujours très impliquée dans les caisses, dans les fondations des caisses, dans le mouvement des caisses. Et ce qu'on apprend aussi beaucoup dans le mouvement Desjardins, qui est maintenant partout au Canada, aux États-Unis, vous savez qu'il est parti aux États-Unis pour s'assurer que les caisses populaires soient reconnues légalement là-bas aussi. Et donc, ça, tout ça, c'est nous aussi, c'est notre histoire. Et vous avez tous eu un compte à la Caisse Desjardins quand vous étiez à l'école, n'est-ce pas? Hein, on nous a ouvert un compte. Les hein? comptes scolaires. Les comptes scolaires, c'était avec Desjardins. Donc, Dorimène, malgré tous les enfants qu'elle a eus, malgré le fait que son mari n'était pas très souvent présent, elle a vraiment fait en sorte de pouvoir élaborer ces caisses et qui aujourd'hui sont reconnues partout et ça fait partie de notre paysage. Donc, le rôle qu'on doit lui donner aussi, c'est le rôle de cofondatrice, c'est qu'elle est aussi importante que son mari dans le développement du mouvement Desjardins. C'est ça que je voulais ici souligner. Génial. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous deux pour votre fait présence plaisir, merci. Ce soir. On a appris beaucoup. Oui, vraiment. Là, on a appris beaucoup, absolument. Merci Ève pour tes personnages aussi qui sort un peu des sentiers battus dans le sens où c'est pas des personnages dont on parle vraiment dans nos tours de ville, parce que nos tours de ville sont concentrés souvent dans le Vieux-Québec, et le Vieux-Québec, ça va être l'histoire française majoritairement, avec un peu d'histoire anglaise. Et merci beaucoup d'en avoir parlé aujourd'hui. Ben écoute, on a appris l'une l'autre, hein? C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais moi, je fais beaucoup des tours privés, puis j'ai déjà eu à un moment donné, justement, une madame, elle voulait vraiment savoir au niveau des Écossais. Hey, je suis comme, tu tombes sur la bonne guide. Alors moi, c'est variable. Moi, je suis pas toujours au niveau français, justement. C'est un peu pour ça que j'étais allée chercher un peu plus d'informations au niveau de la communauté anglophone. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais ouais, c'est vrai qu'on a appris beaucoup, puis on pourrait. Il y en avait des questions, hein? On reviendra. Oui, c'est ça. On reviendra. Ça nous fera plaisir de revenir. L'invitation, vraiment, merci beaucoup pour cette belle lancée. invitation aussi Vraiment. aujourd'hui.